Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Merci Morgane de nous rejoindre aujourd'hui. Merci à toutes les deux. On est hyper contents de t'avoir sur le podcast. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Léa, du coup, la cofondatrice, et qui ne connaissent pas Plan Cash, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, ce que vous faites avec Léa et ce qu'est Plan Cash? Très bien. Donc, je m'appelle Morgane Dian, je suis la cofondatrice donc, de Plan Cash. C'est une plateforme d'éducation financière pour les femmes. Que j'ai cofondé avec Léa Lejeune, qui est une ancienne journaliste. On a fondé ça... alors on a commencé à travailler ensemble sur Plan Cash en 2022. L'entreprise existe de manière administrative depuis 2023. On a plusieurs activités pour réussir notre mission, qui est donc, du coup d'amener plus de femmes vers l'investissement financier. On a déjà une newsletter qui est écrite par Léa. C'est une newsletter qui est gratuite, qui regorge d'informations et d'actualité, et qui est aussi très engagée, puisqu'on a deux valeurs principales qui sont le féminisme et l'investissement responsable, donc tout ce qui tourne autour de l'écologie, etc. On a aussi des réseaux sociaux, on produit beaucoup de contenu gratuit aussi sur plein de sujets, le budget, les salaires, l'investissement, l'immobilier, les cryptos, etc. Et puis, on a aussi une plateforme web avec des formations où on fait intervenir des experts. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec des choses qui sont très pragmatiques et très concrètes. C'est-à-dire que la newsletter et les réseaux sociaux sont là pour faire prendre conscience de l'importance du sujet de l'argent dans la vie des femmes. Et les formations sont là pour ensuite les faire passer à l'action et agir et investir pour leur futur. Ok, génial. Voilà, je dirais que la première question qui me vient, c'est d'où vous est venue cette envie particulièrement du coup d'accompagner les femmes. On le sait aussi un petit peu, mais est-ce que tu peux expliquer d'où c'est venu et voilà cet engagement autour des femmes, quel est le constat que vous avez fait et qui vous a poussé du coup à plus vous adresser aux femmes, quoi. Alors, c'est différent pour Léa et moi. Donc, je vais commencer par ce qui m'a amené moi. Dans ma vie avant Plan Cash, je travaillais sur le sujet d'inclusion et de diversité, et j'étais en parallèle coach en négociation salariale. Donc, j'accompagnais déjà les femmes à négocier leur salaire et à négocier des augmentations. Et donc, je voyais bien qu'il y avait quand même de nombreux déficits au niveau financier, déjà dans le fait de demander de l'argent et puis dans le fait d'avoir des salaires plus élevés. Mais je voyais aussi ces femmes qui, une fois qu'elles avaient un salaire plus élevé, ne savaient pas forcément pour autant quoi en faire. Et aujourd'hui, on sait par exemple que l'argent des femmes dort principalement sur des livrets d'épargne, il n'est pas investi. Et puis moi-même, je n'étais pas forcément une investisseuse non plus dans l'âme. Et donc, du coup, petit à petit, je suis passée de vraiment ce sujet très précis des salaires à plutôt, en fait, moi, je vais m'éduquer moi-même sur qu'est-ce que je fais avec mon argent. J'étais très bonne pour négocier mon salaire et gagner un bon salaire, mais j'étais beaucoup moins bonne sur ce que j'en faisais derrière. Donc, je me suis dit, je vais m'éduquer moi, et quitte à m'éduquer moi, autant que j'en fasse profiter les autres femmes que j'accompagnais déjà sur cette thématique. Et donc, j'ai commencé à organiser des formations sur justement donc l'argent, comment est-ce qu'on investit. Et ça marchait plutôt bien. Donc j'organisais ça, c'était des lives avec des experts que je faisais intervenir, etc. L'idée, c'était de se montrer des femmes qui gèrent l'argent et qui investissent l'argent et qui sont professionnelles. Et ouais. En parallèle, Léa, elle qui était donc journaliste dans des grands titres français, avait remarqué depuis plusieurs années qu'il y avait un problème sur la manière dont les médias parlent d'argent aux femmes. C'est-à-dire, il y a des statistiques qui viennent renforcer cette expérience qu'elle avait eue et que moi j'avais en parallèle aussi. C'est-à-dire que les médias aujourd'hui, quand ils parlent d'argent, vous allez avoir trois manières différentes de parler d'argent aux gens. Vous allez avoir les médias, on va dire, qui sont plutôt estampillés masculins. Ces médias-là vont parler aux hommes comme si les hommes savaient de quoi il s'agissait. Ils vont leur parler de rendement, de rentabilité, de crypto, d'IMO, d'applications, etc. Bon, bref, en gros, on prend les hommes pour des experts en la matière. Les femmes, elles, on va leur parler comme si, d'une part, elles ne savaient rien du tout,
et d'autre part comme si elles étaient dépensières. Donc, on va leur parler de comment tu fais des économies pendant les soldes, comment est-ce que tu tires ton budget au cordeau tous les mois, comment tu vas faire attention à pas dépenser trop d'argent dans les courses, etc. Et donc, on les place plutôt dans une posture on les culpabilise. On les place dans la posture dépensière. Voilà. Donc, c'était déjà deux visions très différentes. Et comme je disais, les chiffres illustrent bien ça. C'est 75% des magazines qui parlent aux hommes vont leur parler comme si c'était des experts et 90% des magazines qui parlent aux femmes vont leur parler comme si c'était des dépensières. Et à côté de ça, vous avez aussi la presse économique qui, elle, va parler a priori sans distinction aux hommes et aux femmes, mais sur un ton très expert, avec des choses, des chiffres, des graphiques, des actus un peu complexes, etc. Ce qui nécessite du coup d'avoir déjà un petit peu le pied dans l'univers pour comprendre ce qui se dit. Or, les personnes qui ont le pied dans cet univers-là, parce que leurs médias propres les ont amenés là, c'est plutôt les hommes. Et donc, c'est plutôt les hommes qui vont consommer ce genre de médias. Voilà, j'étais un petit peu longue, mais c'est important de comprendre aussi l'écosystème dans lequel on est. Et donc, Léa, elle s'est dit, moi, je vais créer une newsletter qui va parler d'argent aux femmes sans les prendre pour des idiotes, sans les culpabiliser, mais aussi en partant du principe que les femmes ont un déficit d'information sur le sujet, et donc, du coup, il faut replacer des bases. Et donc, on s'est rencontrés autour de cette idée-là, sur les réseaux sociaux, on se suivait mutuellement, on a lancé nos projets en même temps. Très rapidement, on s'est dit qu'on toucherait plus de monde, on aurait plus d'impact si en fait on alliait nos deux projets, et donc c'est comme ça qu'est né Plan Cash. Super, une rencontre sur les réseaux. Tout à fait. Et donc, comment s'est passé ensuite? Vous êtes rencontrés en vrai, vous avez vu qu'il y avait une entente, des affinités, une facilité peut-être aussi à travailler ensemble, des forces qui sont complémentaires. Comment? Parce que je sais qu'avec Sophie, ça a été instinctif en fait. On s'est dit, voilà, on est sœurs, c'est hyper simple de s'associer, on s'entend très très bien. Et donc, on se comprend en un claquement de doigts, on n'a même pas besoin des fois de se parler, on sait comment on se sent, mais du coup, décider de s'associer avec quelqu'un que de base tu connais pas forcément, est-ce que voilà, vous avez rencontré des challenges, est-ce que c'était un peu difficile au début ou pas du tout, ça a été pareil, ça a été hyper simple, voilà, comment vous êtes pris toutes les deux? Alors, première rencontre en vrai, ce sont en fait essentiellement autour de la nourriture, et je sais pas si je dois le dire, mais autour de un petit peu d'alcool, on parlait. Et déjà, on a testé un petit peu notre vision. On voulait comprendre un petit peu ce que cherchait l'autre, pourquoi on lançait ses projets. Moi, à l'époque, j'étais encore en salariat. Léa s'était déjà lancée à son compte. Elle était 100% sur la newsletter qu'elle avait lancée, mais moi, j'avais encore un job rémunérateur et qui me payait à côté dans ma journée, quoi. Donc, on a d'abord testé nos visions et la mission. Et ensuite, effectivement, on a testé un peu l'affinité en termes de personnalité. Il faut savoir que ça a accroché très rapidement. Léa et moi, on est très différentes, tant sur nos caractères que sur les compétences qu'on a pu développer. Ce qui fait que dans le travail, finalement, ça marche très bien parce que ce que l'une sait faire, l'autre peut-être un peu moins, mais la deuxième aura peut-être une compétence que la première n'a pas. Et donc, du coup, en fait, c'est très complémentaire. Et c'est pour ça qu'on avance plutôt bien ensemble. On a quand même pris le temps de travailler en sous-marin parce que s'associer, c'est pas une mince affaire. C'est quand même beaucoup d'engagement. Ça demande du temps, d'énergie et aussi de l'argent. Et donc, on a d'abord décidé donc de travailler sans le dire. En fait, c'était pas officiel. On a fait ça pendant, je sais pas, peut-être 3 mois à peu près. Donc, pendant 3 mois, toutes les deux, on travaillait, on échangeait, on travaillait sur des formations ensemble, la newsletter, les contenus en CRM. Et puis, au bout de 3 mois, quand on a vu que ça a fonctionné, là, on s'est lancé de manière publique. Ça fonctionne toujours bien. Il y a parfois des choses sur lesquelles on a quand même des points communs. Par exemple, on peut avoir un petit peu un manque d'organisation toutes les deux. Donc, c'est pas toujours évident. Parfois, on est obligé de se tirer l'une l'autre en mode, bon, attends, la fois qu'on soit plus sérieux sur l'organisation. Mais ça nous rapproche aussi. Bon, c'est super. Ouais, franchement, c'est hyper important et je pense que la communication aussi, si déjà, comme tu disais, la vision, je pense que c'est le plus important. Si tu veux déjà aller au même endroit, après qu'il y ait des différences, c'est ce qui va enrichir aussi un petit peu la relation, mais je pense que c'est important de vouloir la même chose, même si la manière d'y aller n'est pas exactement pareille. Je voulais revenir aussi sur, tu disais que toi, à l'époque, tu étais encore du coup en poste, tu avais encore ton CDI. À quel moment est-ce que tu as switché? Et surtout, est-ce que tu
t'as senti que t'as eu confiance et tu t'es dit c'est bon, parce que ça c'est quelque chose qui bloque aussi beaucoup de personnes qu'on accompagne. Alors certes nous c'est sur l'immobilier, mais parfois il y en a qui ont aussi envie de lancer des projets d'entrepreneuriat et qui osent pas par sécurité de l'emploi. Donc à quel moment est-ce que t'as senti que voilà que t'avais cette confiance nécessaire pour quitter ton poste et surtout comment est-ce que tu t'es organisée pendant que t'avais encore un taf, parce que on sait que on manque de temps en fait, on a des vies à côté, on a je sais pas, petite amie, famille, potes, activités, etc. Donc, comment est-ce que tu as réussi à combiner tout ça aussi? Alors déjà, j'ai commencé en disant qu'il n'y a jamais de timing parfait. En fait, si on attend toujours le bon moment, ça viendra jamais, on le fera jamais. Donc, pour remettre un petit peu le calendrier, moi, j'ai lancé mes formations en janvier 2022. En février, Léa et moi, on se rencontre, on décide de travailler ensemble. Et en avril, on officialise. En juin, je quitte mon emploi. Et en août, je découvre que je suis enceinte. Voilà, donc quand je dis qu'il n'y a pas de bon timing, c'est que vraiment... j'en suis vraiment l'illustration. Pour moi, ça n'a pas été trop compliqué de me lancer, déjà parce que je l'avais déjà fait avant. C'est pas ma première expérience entrepreneuriale. Je l'avais déjà créé une entreprise dans le passé qui malheureusement a pris fin quand le Covid est arrivé en France, parce que j'avais pas assez de trésorerie et tout était un peu... tout avait été cadenassé, il n'y avait plus de budget. C'était quoi comme business? Ça s'appelait EcoEwork et c'était une plateforme sur laquelle on pouvait noter nos entreprises sur les critères d'égalité, de diversité, de parité. Donc c'était très militant déjà aussi comme projet. Mais d'ailleurs, c'était tellement militant qu'on avait un peu de mal à trouver le business model. Ou du moins, on l'avait pas trouvé au moment où au moment où il y a eu le confinement, que les entreprises ont gelé tous les budgets qui étaient autour de la communication, de la marque employeur ont été gelés en premier. Et donc, nous, on s'est retrouvés, en fait, au bout de 2 mois, on n'avait plus de trésorerie. Donc, moi, j'avais déjà fait ce move-là. Donc, c'était, disons que c'était peut-être plus facile pour moi de le faire. Ou en tout cas, et je pense que c'était hyper important, c'est que je connaissais les grands principes de démission, de licenciement, de rupture conventionnelle, de chômage, etc. Et donc, du coup, je savais déjà un petit peu où je mettais les pieds. Et ça, c'est hyper important de bien comprendre, parce que financièrement, se lancer dans une entreprise, on n'a pas forcément de revenus tout de suite. Et donc, c'est vrai qu'en France, on a quand même le système bien pratique du chômage. Et si on peut l'avoir, c'est quand même une sécurité et un filet de secours qu'on a au départ. Donc, moi, j'ai travaillé... Bon, c'est vrai que je suis un peu accro au travail. D'ailleurs, Léa aussi, et c'est un truc sur lequel on se rejoint. Donc j'ai travaillé d'abord le soir, le week-end. Mes ateliers étaient le soir, donc voilà, des fois sur ma pause déj. Comme c'était un peu les sujets que je traitais aussi, j'étais déjà dans ces sujets de parité, donc c'était un peu plus simple. Et puis ensuite, ce qui était très dur, c'est qu'il a fallu que je négocie mon départ avec l'entreprise dans laquelle j'étais, entreprise qui ne voulait pas me licencier. Moi, je voulais absolument avoir soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle pour pouvoir, du coup, justement, avoir la sécurité un petit peu du chômage au lancement de l'activité. Donc, il y a eu un petit bras de fer qui s'est joué. Je dirais pas que je l'ai gagné, mais en tout cas, c'est l'entreprise qui a fini par me licencier, ce qui était en fait tout bénef pour moi. Effectivement, je dirais que la plus grosse difficulté qu'on a eu au début, ça a été du coup ma grossesse, qui était pas tout à fait prévue. C'était nos projets avec mon conjoint, mais pas tout de suite. C'était plutôt, on envisageait plutôt dans 6 mois à 1 an plus tard. Et sur ça, c'était un peu... La crainte que j'avais énormément, c'est que finalement, Léa et moi, on travaillait ensemble depuis quelques mois. Et c'est vrai que quand tu démarres un projet entrepreneurial et d'un coup, il y en a une des deux qui est enceinte, tu sais pas comment ça va se passer. C'était mon premier bébé. Je savais pas si la grossesse allait être simple ou pas. Comment ça allait se passer ensuite, une fois que le bébé serait là. Donc, et sur ça, ça a nécessité beaucoup de conversations. Alors déjà, Léa était d'abord ravie pour moi. Après, elle a eu un petit peu peur, elle a un peu paniqué. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup discuté. Est-ce que ce que tu disais tout à l'heure, en fait, la communication est hyper importante. Et je pense que ce qui fonctionne aussi dans notre duo avec Léa, c'est qu'on n'a pas peur de se dire les choses. Quand on a besoin de communiquer, on se pose autour d'une table et on le fait. Alors en mettant les formes, il faut avoir quand même quelques principes de communication non violente, etc. Mais sur ça, on n'a vraiment aucun problème à le faire. Et donc, en fait, tout simplement, après, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui s'est déroulée sans vraiment de problème. J'étais un peu malade, mais rien de bien méchant. Et j'ai travaillé jusqu'à 1 semaine avant d'accoucher. Donc, ça, finalement, là, le dernier mois et demi, à partir de 8 mois, j'ai commencé à plus aller au bureau parce que traverser Paris commençait à devenir un peu compliqué. Je mettais à peu près 25 minutes à atteindre le métro au lieu de 8 normal. Donc, ça donnait, je perdais plus de temps qu'autre chose. Mais ça a été quand même une chance aussi, ça a été que ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est top. C'est
Ça fait beaucoup de choses quand même. C'est clair. Mais ça illustre bien, il n'y a pas de moment parfait. Et il y aura toujours des choses qu'on n'a pas prévues en fait. C'est ça, c'est que tu peux pas tout organiser. Et puis bon, la grossesse, ça c'est encore tout un autre truc, mais c'est clair que rien que de se lancer dans un projet entrepreneurial, tu peux pas tout prévoir à l'avance. Tu sais pas. Enfin voilà, il y a plein de gens qui se sont lancés pile poil avant le Covid, comme toi, et personne n'aurait pu le prévoir. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et je pense qu'il faut aussi comprendre ça avant de se lancer. Comme tu dis, se sécuriser, donc bien comprendre, voilà, est-ce qu'on a assez de trésorerie pour se lancer? Est-ce qu'on a assez d'épargne? Est-ce qu'on peut peut-être se reposer sur un conjoint partenaire en attendant? Est-ce qu'on peut avoir une rupture conventionnelle en attendant? Bien ficeler la chose, ou alors démarrer aussi pendant qu'on a encore cette sécurité d'un job à côté, et se lancer quand l'activité a été prouvée et que ça marche. En faisant attention aux contrats, parce qu'il y a des contrats de travail qui interdisent d'avoir une seconde activité professionnelle. Oui, donc il faut bien faire attention à ça pour pas se retrouver, parce que si, en général, les employeurs sont pas non plus tous des grands méchants loups, mais si l'employeur se rend compte que vous travaillez sur un autre projet, voire même parfois sur votre post-déj, alors vous avez le droit, mais sur la post-déj, vous démarrez un peu en décalé sur vos horaires, bon, faire attention parce que ça peut jouer contre vous lors de votre départ. Ouais, absolument. Ça, c'est très bonne remarque. Et du coup, donc toi, au début, tu étais déjà un petit peu dans les formations. Du coup, Léa, c'était plus un peu les newsletters. Est-ce que, du coup, vous aviez déjà, quand vous êtes rassemblés, une vision de ce à quoi Plan Cash allait ressembler? Est-ce que vous avez fait beaucoup de modifications par rapport à vos 2 projets initiaux? Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes aussi sur une création vraiment d'applications, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les synergies, après les évolutions de Plan Cash, et là où vous voulez en venir aussi Alors c'est vrai qu'on a du coup, ce que je disais, des expertises et des compétences différentes. D'ailleurs, quand l'une de nous est sûre de ce qu'elle dit, que l'autre n'est pas trop d'accord, on a un mot code entre nous, on dit hashtag expertise. Et en gros, ça veut dire l'autre, écoute, je suis vraiment sûre de ce que je dis, donc tu dois te ranger à mon avis. Donc voilà, on a aussi un petit fonctionnement entre nous. Effectivement, on a gardé tel que c'était au départ, c'est-à-dire que moi, je gère plutôt les formations et liées à la newsletter. Il y a des sujets sur lesquels on est en commun. Par exemple, les réseaux sociaux, on gère toutes les deux, même si c'est Léa qui les gère beaucoup plus. Moi, je gère plus la partie administrative et comptable de l'entreprise, et puis la partie technique aussi. Le business, on se le répartit entre nous, parce que maintenant, on fait aussi du B2B, on intervient dans les entreprises pour parler de ces sujets. Donc, aujourd'hui, ça ressemble encore pas mal à ce que c'était au départ. Et d'ailleurs, le fait d'avoir des sujets vraiment cloisonnés comme ça nous permet aussi de bien avancer, parce que quand vous êtes dans une entreprise, mais vous le savez aussi, des fois, il faut pouvoir avancer vite quand on est jeune. Et c'est vrai que il faut avoir des grands sujets sur lesquels on prend une décision à 2, mais il y a des sujets du quotidien, il faut pouvoir avancer très vite. Et si on est obligé d'attendre que l'autre ait bien pris conscience d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas forcément, en fait, ça avance pas assez vite. Donc, je pense que ça fonctionne bien comme ça. Maintenant, sur les grandes décisions d'entreprise, effectivement, on les prend encore ensemble. Et sur qu'est-ce que Plan Cash allait devenir, effectivement, du coup, l'application qu'on est en train de créer, ça, c'est des discussions qu'on a eues assez tôt. Je crois que dès l'été 2022, on s'en parlait. Justement, on réfléchissait déjà, OK, en fait, Plan Cash, on veut que ça devienne quoi dans les 5 années à venir? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que l'idée, c'est pas juste de faire quelques petites formations et la newsletter. On veut vraiment aller plus loin, toucher plus de femmes. Donc, OK, en fait, c'est quoi notre objectif final vraiment, et par quel outil, par quel moyen on y arrive? Et donc, l'application, ça faisait partie, c'était une des idées qu'on avait. C'était pas la seule. Et donc, on a beaucoup parlé, on a fait des tableaux de pondération, on en a parlé autour de nous, on a pu prendre la réflexion. Et puis, c'est des choses aussi qui se font de manière naturelle quand on voit ce qui fonctionne. Les formations, par exemple, fonctionnent très bien. Et surtout, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer assez facilement, et puis sur lequel ça peut vivre, et on a de la rentabilité sans forcément avoir besoin d'y revenir tout le temps. C'est quelque chose qui est scalable dans l'univers startup. Et donc, de manière assez naturelle, c'est venu, oui, effectivement, aujourd'hui, on développe une application avec du contenu plus court, qui est plus digeste, qui est plus gamifié, qu'on peut consommer dans le métro en 5 minutes ou pendant qu'on fait la cuisine, etc. Après, ce n'est que la première étape de notre grand plan pour que les femmes partent à la conquête de l'investissement financier. Mais ça s'est fait de manière assez naturelle, mais assez tôt. Je pense que le fait qu'assez tôt, on ait une idée de ce vers quoi on allait, ça nous a permis de poser les jalons. Même si, je reviens sur ce que tu disais, en fait, on prend du retard. Il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Il y a des choses qu'on doit changer en cours de route parce que en face, on n'a pas forcément la bonne réponse, ou la personne qui devait nous aider sur tel sujet finalement ne répond plus. Enfin, voilà, il y a toujours des imprévus qui fait qu'on remet aussi un petit peu
en question certaines choses au fur et à mesure, on va dire des détails du quotidien, mais par contre la vision reste la même. Ok. C'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de l'humain forcément, parce qu'on est entouré de vous aussi, de toutes les formatrices en partie qui vous accompagnent aussi, et je sais pas si si tu peux un peu nous expliquer aussi comment est-ce que les personnes vous ont rejoint au fur et à mesure dans l'aventure. Donc bon, il y a les clientes surtout, mais que vous aviez déjà commencé à toucher chacune de votre côté avec la newsletter et toi aussi avec les premiers accompagnements que tu faisais. Mais du coup, comment est-ce que vous avez convaincu aussi les formatrices de vous rejoindre, et votre équipe aussi aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres personnes qui vous aident à développer encore plus Beaucoup de questions. Alors, comment est-ce qu'on a convaincu les formatrices? Déjà parce que je pense que elles, comme nous, on s'y retrouve. Nous, c'est vrai qu'on a développé une certaine expertise de manière générale sur l'argent et les femmes. Donc, on est capable, d'ailleurs, on fait nous-mêmes certaines des formations. Léa, plutôt sur la partie les bases de l'investissement, l'investissement responsable. Moi, plutôt tout ce qui a trait à la relation à l'argent, le tabou et les salaires. Mais c'est vrai qu'on n'est pas experte, même si on s'y connaît un petit peu maintenant, mais on n'est pas experte absolue en crypto, en IMO, en bourse, etc. Donc, on fait intervenir plutôt des femmes de préférence. Et je pense qu'elles s'y retrouvent déjà parce qu'en fait, on les rémunère. Hein, c'est pas... on les fait pas travailler gratuitement, c'est quand même une des bases de Plancage, c'est de rémunérer les personnes qui travaillent. Donc, on trouve un système de partage sur les bénéfices qui sont faits sur les formations. Donc, c'est une première partie de la réponse. La deuxième aussi, je pense, c'est qu'on a développé une assez grosse communauté. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60 000 sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 20 000 personnes qui suivent la newsletter. Et donc, du coup, il y a aussi ce partage un petit peu de... Alors, c'est pas ça qui paye le loyer, mais le partage de visibilité. C'est-à-dire qu'elles s'y retrouvent aussi parce qu'on leur ramène des clientes potentielles. Donc, voilà, donc il y a de l'argent sonnant trébuchant, et puis il y a aussi l'opportunité business qui se met derrière. Et puis aussi parce que je crois qu'on est sympa. On est agréable. Mais, non, mais c'est rigolant, mais je pense que ça joue aussi. Nous, on est vraiment sur cette idée qu'il y a vraiment un souci sur les femmes et l'argent. On a été trop longtemps tenus à l'écart de la conversation. Et aujourd'hui, nous, quand on voit des femmes qui se lancent sur ce sujet-là de manière professionnelle, donc en gros, des personnes qui éventuellement pourraient peut-être être concurrentes à ce qu'on fait, en fait, on les voit pas comme ça. On les voit plutôt comme une nouvelle force qui vient sur ce marché et qui va aussi travailler à l'objectif qu'on s'est nous-mêmes fixé. Et donc, nous, on est plutôt dans l'optique de travailler avec ces personnes plutôt que de travailler contre ces personnes-là. Et c'est vrai que je pense que la relation qu'on noue, du coup, avec ces expertes, avec ces professionnels, je disais on est sympa, mais oui, en fait, on essaye de s'inclure les unes les autres, et je pense que ça joue énormément. Ouais. C'est clair. Et après, pour l'instant, donc pour répondre à la deuxième partie de la question, on n'est encore que toutes les deux avec l'IA. Bientôt, on va pouvoir avoir une équipe puisqu'on lève des fonds pour créer l'application et développer l'équipe, etc. On fait quand même déjà appel à des freelances, notamment sur certaines créations de contenu pour la newsletter. Donc, les freelances qui sont pigistes, donc qui ont un background de journaliste. On fait appel aussi à une relectrice pour corriger les newsletters, l'orthographe, etc. On a fait appel à une entrepreneuse qui a pris mon relais pendant mon congé maternité pendant 1 mois. Donc voilà, plutôt de manière ponctuelle, mais sinon, on est Léa et moi 100% dessus, et ça fait des grosses journées. Oui, j'imagine. En plus, jeune maman, ça fait quand même pas mal de choses. Et là, du coup, vous êtes en train de lever des fonds. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Comment est-ce qu'on procède, en fait? Vers qui vous êtes tourné? Comment est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il y a des compétences à avoir? Voilà, explique-nous, parce que c'est vrai que ça, c'est complètement nouveau pour Sophie et moi. Je ne saurais pas du tout comment se lancer là-dedans. Donc, comment vous êtes en train de vous y prendre, parce que c'est en cours? Alors déjà, avant de lever des fonds, il faut être sûr qu'on en a besoin. Parce que lever des fonds, ça veut dire que du coup, vous lâchez des parts de votre entreprise à d'autres personnes. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire que des personnes qui détiennent alors après, selon les termes que vous établissez, mais ce sont des personnes qui du coup détiennent un pouvoir sur la décision de votre entreprise. Donc, faut pas se dire que lever des fonds, c'est juste des gens qui nous donnent de l'argent et ça s'arrête là. Il y a quand même une contrepartie qui est assez importante. Donc, il faut être sûr d'avoir vraiment besoin de cet argent. On lève des fonds, nous, parce qu'on a besoin rapidement d'un gros montant, et que on pourrait attendre d'avoir assez de bénéfices pour faire ce projet, mais en fait, ça pourrait éventuellement nous prendre plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans. Donc, on aurait passé le timing, en fait, pour lancer notre projet sur le marché. Donc, ça, c'est la première des questions.
Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est ok, j'ai besoin d'argent, combien évidemment. Donc là, il faut mentionner dans les tableaux, les prévisions, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je vais faire de cet argent, est-ce que c'est juste pour des développements techniques, est-ce que je dois recruter du monde, est-ce qu'il y a du marketing, du juridique, voilà. Donc quel est le montant et surtout ce montant-là, auprès de quel type de personnes je vais aller chercher. Nous, on a encore une entreprise très jeune. Donc du coup, et le montant qu'on lève n'est pas faramineux, on lève 300 000 €, ce qui dans l'univers est un très petit ticket, même si à titre personnel c'est énorme, mais pour une entreprise c'est un petit ticket. Et donc aussi on n'a pas un passif business qui est très long, puisque ça fait 1 an et demi qu'on fait du business. Et donc par exemple on peut pas se tourner vers des acteurs de type VC. Les venture capital qui vont plutôt mettre des tickets énormes à coût de centaines de milliers d'euros, voire de millions. Donc typiquement c'est un acteur qu'on a très vite mis de côté. Ensuite, il nous reste 2 types d'acteurs. Le premier, c'est des business angels, donc c'est plutôt des particuliers qui ont des revenus, qui ont déjà un bon capital ou un bon patrimoine et qui du coup investissent en private equity dans des jeunes entreprises. Donc ça, c'est un type d'acteur qu'on est allé voir. Et ensuite, on s'est dit, en fait, nous, on a une communauté qui est très grande, qui est surtout très engagée. On a 60 000 personnes qui déjà nous envoyaient, parce qu'on parle parfois de private equity, on en parlait avant de faire nous-mêmes notre levée de fonds, et qui nous envoyaient des messages en mode « Ah, j'ai compris le private equity, voyez-vous, quand est-ce qu'on peut investir chez Blancash, etc. » Et donc, du coup, ça nous a donné l'idée de nous dire en fait, on va aussi proposer à notre communauté d'investir, et ça rejoignait aussi notre mission qui était d'emmener plus de femmes vers l'investissement. Donc, c'était complètement logique de leur proposer. Et donc, du coup, on mène la levée de fonds sur ces 2 piliers. Donc, on lève un montant auprès de la communauté et on en lève un second auprès de business angel. Donc, pour lever auprès de la communauté, on passe par une plateforme. Donc, il faut passer par une plateforme qui a tous les agréments de l'AMF, etc., donc les autorités financières. Nous, on passe par une plateforme qui s'appelle Lita.co. Il y en a d'autres qui existent, mais on passe par celle-ci. Aussi, elle a un engagement, elle accompagne dans la levée des entreprises qui ont un objectif positif, que ce soit social ou environnemental. Et pour les business angels, là, c'est beaucoup une histoire de réseau. Il faut, du coup, arriver à rentrer en contact, entrer en contact avec des personnes qui ont ce capital et qui ont l'habitude d'investir dans les entreprises. C'est pas évident parce qu'elles ont elles-mêmes leur propre timing. Si elles viennent juste d'investir, elles vont pas forcément le refaire tout de suite. Elles ont un portefeuille, si elles ont déjà des entreprises similaires, elles vont peut-être pas le faire. Donc, ça, c'est une partie un peu plus délicate. Et après, on se forme aussi un peu au fur et à mesure. On fait un rendez-vous, on note ce qui a marché, ce qui a pas marché, puis on améliore pour le suivant, etc. Mais c'est top, ça. C'est un nouveau domaine et ça a l'air hyper intéressant. Et puis, c'est vrai que c'est hyper chouette de pouvoir faire vivre ça aussi à votre communauté parce que ça leur apporte de l'expérience aussi. Et puis, de les inclure dans la levée de fonds, je trouve ça, c'est hyper chouette, c'est hyper intelligent aussi d'avoir fait ça comme ça parce que au final, ça renforce aussi l'engagement de la communauté. Donc c'est super chouette. On arrive à la fin de cette interview. Malheureusement, j'ai encore 1 milliard de questions à te poser. Comme à chaque fois, en fait. Je pense c'est vrai. En fait, on pourrait faire des podcasts de 2 heures. Mais du coup, dernière petite question. Alors non, 2 dernières petites questions. La première, c'est est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire ou une ressource à nous partager que tu aimerais conseiller? Ça peut être un livre, ça peut être une personne, ça peut être un conte. Ça peut être quelqu'un que tu aimerais voir apparaître sur le podcast après. Alors, j'avais pas du tout anticipé cette question. Ça, c'est la réponse de tout le monde. C'est vrai que c'est notre question à chaque fois on fait et tout le monde est là. Mince, j'avais pas réfléchi. Alors, pendant que je réfléchis à une ressource, on va dire professionnelle, la première chose que je voudrais partager, c'est d'avoir des ressources personnelles, d'être bien entouré. Donc, ça répond pas vraiment à ta question, mais moi, je sais que mon conjoint, il est aussi dans l'entrepreneuriat et on s'en parle vraiment souvent. On se soutient l'un l'autre et en fait, c'est hyper important pour nos projets et même pour notre équilibre. J'ai une meilleure amie qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat, mais qui est très engagée dans le féminisme, etc. et qui, du coup, porte aussi un regard critique sur ce qu'on fait et qui me soutient énormément. Et en fait, d'avoir ces soutiens-là, c'est des ressources hyper importantes pour tenir le cap. Maintenant, pour répondre à votre question sur plutôt une ressource de type professionnel. C'était une super. Alors, moi, je lis quand même beaucoup de livres. Et Léa aussi, c'est une mordue de lecture et de podcast. Elle en consomme à outrance. Et elle en produit aussi. Elle a écrit un livre et elle a produit des podcasts. Absolument. Elle a produit des podcasts, elle a écrit un livre, elle en a un autre en cours. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai un livre en cours. Faudrait qu'on en reparle. Mais après, je dirais beaucoup de lectures, ça aide. Il y a une personnalité que je suis pas mal, qui m'inspire par, on va dire,
le travail qu'elle fournit et l'impression de facilité qu'elle donne que ça. Et du coup, tu te dis, waouh, c'est trop génial. Enfin, c'est hyper inspirant ce qu'elle fait. Elle n'est pas sur nos domaines, mais c'est Inès Loyanouzi, qui elle-même a eu un parcours assez éclectique, qui a été sur plein de projets différents, sur l'environnement, dans l'art. Elle a été un moment dans le numérique, etc. Et c'est quelqu'un, quand elle prend la parole, je me dis toujours, oh, j'aurais trop aimé dire ce qu'elle a dit. Donc voilà, c'est le genre de personne en fait que j'aime bien suivre aussi et voir aussi la diversité des parcours que ces personnes ont pu avoir. Ça m'inspire beaucoup. Ok, super. Mais on la mettra en description pour les personnes qui veulent aller regarder. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, à Léa et à Plan Cash? J'ai envie de dire la sortie de notre application parce que c'est un gros milestone, c'est très business que je suis en train de dire, mais on y met tellement de temps et d'énergie et notre argent personnel aussi que voir ce projet réalisé en 2024 ce sera pour nous incroyable. Et après je sors de la partie business, mais ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à nous retrouver nous-mêmes dans ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, moi aujourd'hui je fais Plan Cash parce que ça me parle, parce que je m'y retrouve, que ça me motive énormément, ça me passionne ce que je fais. Ce que je me souhaite à moi-même, c'est de continuer à trouver cette motivation, cette passion dans ce que je fais. Et je pense que le jour où malheureusement ce sera plus le cas, ce sera peut-être le temps de passer à autre chose. Très joliment dit. C'est important. Ouais, c'est important du cœur et de la passion et de la joie dans tous les projets professionnels. Dans la vie en général, mais dans les projets pro. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Et puis, on vous souhaite tout ça, quoi. Le meilleur. Et on vous fera un podcast pour parler de tout ça, de l'application, ouais, du livre. Et on mettra du coup le lien vers Plan Cash, le compte, le site avec les formations dans la description pour les personnes qui veulent aller regarder tout ça et j'espère se former. J'espère aussi. Il ne faut pas hésiter à venir. C'est pas aussi difficile que ce qu'on a l'impression au premier abord. C'est clair. Ça peut même devenir fun et ludique une fois qu'on est... Totalement. Ouais. Et on peut même se passionner pour des choses comme les impôts. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!